Boubacar Sansoubari sur la question aussi. Oui, il disait que tout ne... je suis d'accord que tout ne dépend pas du ministre de la fonction publique, mais les aspects qui dépendent de lui, il n'a qu'à rendre une copie propre. Ouais, ça veut dire que c'est bien organiser le concours et nous rendre les résultats. Parce qu'une fois qu'il a publié les résultats sur le site du département, ce n'est pas à lui de déployer. Et il a dit aussi quelque chose, c'est que en réalité, les 10 000, c'est la somme des demandes des différents départements ministériels. Dans chaque département ministériel, on a fourni un document dans lequel il est mentionné les besoins. On a besoin de combien en personnel. Mais moi, je dis une chose, on a tous suivi l'immersion gouvernementale. Un seul mot, une seule conclusion chez tout le monde, l'État est absent dans l'arrière-pays. L'État est absent dans l'arrière-pays. Ouais. Alors, il avait été dit qu'à l'issue de cette immersion, on devrait déployer les gens de l'administration centrale vers l'administration déconcentrée. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Et on va recruter, ce qu'on va recruter ici, c'est des gens qui vont continuer à s'agglutiner, comme les autres, à Conakry et environ. À Conakry, l'effectif pléthorique que vous mentionnez, il est aussi lié à ça. C'est que il y a des gens qui auraient dû être, c'est-à-dire, si vous partez, vous dépassez Koya et Dubreka, vous n'avez pratiquement plus l'État, plus vous avancez vers l'intérieur du pays, moins vous avez l'État par ses représentants. Il y en a pratiquement pas, parce que, et ça c'est un problème même transversal. Les services de l'État n'existe pas dans l'arrière-pays. Et c'est une des explications même au phénomène de l'exode rural. Si les loyers coûtent cher à Conakry, si le taux d'insécurité est élevé à Conakry, tous ces problèmes en rapport avec l'urbanité, c'est parce que tout le monde a abandonné l'arrière-pays pour venir se rassembler dans les centres urbains. Et pourquoi? Parce que si tu as besoin d'un médecin, exactement, d'un enseignant, exactement, de qui encore, même les services liés au passeport, aux cartes d'identité et tout ça, vous êtes tous obligés de vous transporter à Conakry. Aujourd'hui, quand vous avez votre parent qui a même le simple palu dans certains coins de notre pays, vous l'envoyez à Conakry. Parce qu'il n'y a pas de médecin. Vous vous rendez compte? Dans les hôpitaux. Et du coup, les gens sont réunis dans les différents services à Conakry ici. Vous avez des bureaux dans lesquels 3 personnes ne sont pas nécessaires. Vous en avez quelquefois jusqu'à 10, 20 dans le même bureau. Alors, naturellement, c'est comme ça on produit une administration. Là, il faut des primes d'encouragement. Non, moi... C'est la politique du gouvernement. Moi, je ne pose pas la question de comment. Je dis... Celui qui est à l'intérieur du pays, en tant que citoyen guinéen, a les mêmes droits que celui qui est à Conakry. Faites en sorte que les gens aient des primes. Il parle de primes d'incitation, mais c'est au gouvernement de trouver ces paramètres. Non, ces paramètres-là, c'est au gouvernement de les trouver. Mais aussi longtemps que on fera les choses comme ça, tout le monde réuni à Conakry, alors que l'intérieur du pays est dégarni, on recrutera 100 000, on recrutera 1 million, les résultats... Conakry sera bondé, une bonne gestion, engorgé, et les résultats demeureront ceux qu'ils sont. Et la toute dernière chose que je voudrais... avant de donner la parole, je veux faire observer l'écart entre 140 000 postulants et 10 000 postes disponibles. Ça veut dire que tous les pays ne travaillaient pas. Écoutez, il faudrait que tous les jeunes de la Guinée étaient en chômage. Ça doit donner à réfléchir. Ça doit donner à réfléchir. Il y a en tout cas, ça a permis à l'État d'engranger beaucoup d'argent. Oui, ça a permis à l'État d'engranger beaucoup d'argent. Mais ça veut dire que c'est de deux choses l'une. Soit il n'y a pas d'emploi ailleurs, ou que dans l'esprit du Guinéen est formaté pour ne travailler que dans l'administration. Oui, mais parce qu'on dit que c'est là-bas, il y a la garantie. Regardez aujourd'hui ce qui arrive à la presse. Ça fait plus de bientôt 1 an. La situation de la presse, les gens n'ont pas de salaire. De mal en pis. Oui, mais vous savez, ce n'est pas tout ça. Les gens nous diront attention, quand vous partez dans les privés, c'est pas garanti. Mais tout ça, c'est l'État qui a la base. Parce que l'État a le droit de faire en sorte que le secteur privé continue de fonctionner convenablement. Écoutez, vous dites depuis combien de mois ce que la presse traverse. Mais ce que la presse traverse, c'est du fait de qui? C'est l'État. C'est le même État. C'est-à-dire, on ne peut pas, ça ne peut pas se comprendre. C'est-à-dire, c'est l'État
qui ne fait pas en sorte qu'il y ait des entreprises privées qui soient capables de recruter, même celles qui se débrouillent comme bon leur semble, pour pouvoir recruter, on ne fait pas en sorte que cela se pérennise. On ne fait pas en sorte que... Moi, je ne sais pas, c'était à l'occasion du forum Émergence Mac, je pense que j'ai suivi un des experts qui disait que... Un des panélistes. Voilà, qui disait que la dynamique, ce serait même que les petites entreprises qui commencent, l'idéal serait de les exempter même des questions fiscales. C'est-à-dire pour les encourager, pour les aider. Parce que le fait d'abord de penser à mettre en place sa propre structure, c'est renoncer au banditisme, c'est renoncer à ceci, à cela, pour aller vers sa propre construction positive. Ça ne marchera pas si nous ne créons comme unique employeur que l'État. Non, c'est impossible, ça ne marchera pas ça. Oui, il devait encourager quand même Faya François Bruno qui a eu le courage de... oui, je parle de l'observateur justement. Et qui a eu le courage ou la volonté, disons, d'organiser ce concours. C'est vrai qu'on dit que c'est Julien Yombleu qui a commencé, tout a été prêt, je suis d'accord. Selon lui. Oui, ça c'est mon ami Bonnet qui l'a dit tout à l'heure, si je ne me trompe pas. C'est vrai, mais il était prêt depuis combien de temps? Depuis combien de temps les gens ont déposé les 100 000, ont déposé le dossier, tout était prêt. Depuis combien de temps ça n'a pas été organisé? Moi, je tire chapeau de passage à Faya François Bruno qui a eu quand même le courage et la volonté d'organiser. Même quoi qu'on dise, on sait que c'est le gouvernement, mais tout dépend aussi des managers. Tout dépend des ministres qu'on met là. Si la personne qu'on a mis là n'a pas la volonté ou n'est pas un bon manager pour mener, on sait comment ça fonctionne par exemple les ministères. Pourquoi à un moment donné, on vous dit tel ou tel ministère ça fonctionne et qu'après ça se grippe, ou après ça se grippe, c'est un autre qui vient, ça commence à démarrer. Pourquoi? C'est parce que celui qui est venu à l'esprit d'équipe, l'esprit de management pour dire les choses au bon port. Et je pense que c'est ce que lui, il a fait. Maintenant, quand moi j'ai entendu le chiffre 100 000 et quelques, justement, je me suis posé 140 000, je me suis posé exactement la question. Je me suis dit, mais tiens, c'est toute la Guinée qui ne travaille pas. On a l'impression que tous les jeunes de la Guinée ne travaillent pas. Alors, ça, c'est inquiétant. Maintenant, pour le cas de... le fait de vouloir décentraliser à l'intérieur, il faut que les gens... Je suis parfaitement d'accord parce que... de concentrer, pardon. Je suis d'accord parce que on a eu des exemples. L'enseignement, c'est à peu près la même chose. Les gens vous diront que non, c'est la porte d'entrée. Une fois que je peux aller dans d'autres secteurs où je peux revenir encore à connaître le travail, même si je suis de l'intérieur. Donc, cette politique déconcentrer, amener les gens à travers l'intérieur du pays, je pense qu'il y a deux solutions. La première solution, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir peut-être l'option de recruter sur place. Et que chaque préfecture, par exemple... Ça avait été... Ce projet a été porté par Mori Kondé, comment on l'appelle? Non, ce n'est pas ça. C'est différent de la fonction locale. Je ne parle pas? Je pense que c'est différent. Il ne parle pas de cette pagaille qui avait été envisagée par Mori. D'accord, allez-y. Il parle au niveau de la fonction publique. Sinon, on a vu ici les enseignants contractuels. Justement. D'organiser le concours. Que chaque préfecture, je vais terminer si vous permettez, que chaque préfecture ou chaque région, on identifie secteur par secteur, département par département, à l'éducation par exemple, à la santé, on a besoin de tel nombre de personnes, etc. Et qu'on organise, on recrute sur place. Ou deuxième chose. Mais ça c'est propre peut-être aux collectivités, moins à l'administration, non? Bon, de toutes les façons, je ne sais pas comment l'État peut avoir les moyens. Il y a eu la loi qui est passée à l'Assemblée sur la fonction publique locale. Oui. Au CNT, l'Assemblée, oui. Pour le faire de cette manière, on peut l'instaurer, c'est nous qui créons quand même, c'est nous qui sommes les hommes, c'est nous qui créons. Ou deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'il y ait des mesures d'accompagnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que à l'éducation, par exemple, c'était fait à un moment donné, les primes d'éloignement. Lorsque vous devez quitter Conakry pour aller à Dibreka, on augmente 200 000 sur le salaire. Si c'est Dibreka à Kindia, 300 000. Si c'est des Bofa, par exemple, au Kindia jusqu'à Zéro Corée, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense qu'en ce moment-là, j'ai vu beaucoup de volontaires, des enseignants à l'époque qui s'étaient portés volontiers pour aller à l'intérieur du pays. D'accord, oui. Oui, mais je voudrais d'abord réagir à ce que Ndoye disait tout à l'heure, parce que l'idée de dire que peut-être les fonctionnaires, on devrait les recruter au niveau local, je ne sais pas si c'est une idée... mature. Disons, en tout cas, je ne la partage pas forcément. Et je me fie un peu à ce que nos aînés évoquent comme atout durant la Première République, c'est qu'un fonctionnaire à l'époque, il est tourné. Il était itinérant. Voilà, exactement. Et ça permettait d'apprendre toutes les langues. Exactement. C'est le cas de Nabila Kamara, un des journalistes de la rédaction de Dioma. Il te parle
Konyanke, Poulard, Maninka, Soso, parce que son père était sous-préfet, il a fait plusieurs localités. C'est le cas également de Papa Koli Kourma. À l'époque, quand je lui ai dit comment lui il a fait pour maîtriser quasiment toutes les langues du pays, il m'a dit que son père était fonctionnaire. Donc, chaque 2 ou 3 ans, il quittait d'une localité à une autre. Donc, au niveau gouvernance locale, ça peut se faire. Et c'est souvent, c'est même pas des fonds, c'est des postes sur une certaine durée. Bien pas entendu. De manière définitive, c'est des contrats en réalité que vous signez avec la collectivité. Bien entendu. Exactement. Mais au niveau de fonction publique, c'est du rôle régalien de l'État d'envoyer qui il veut servir partout sur l'étendue du territoire. Bien donc, ça n'est pas nécessaire peut-être de recruter au niveau local. Mais la dernière chose que je voulais soulever et à propos de laquelle je me suis posé une question, c'est que le concours est censé être organisé dans les capitales régionales, naturellement, excepté, y compris excepté le cas Guékédou. Alors, personnellement, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que Guékédou, et pas Dalaba, pas Massanta, pas Koya, voilà, quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que Guékédou... Vous voulez insinuer que parce que c'est la préfecture natale de l'ancien ministre de la fonction publique, Julien Yombono? Je pose une question. Je pose une question parce que je ne sais pas quel est le statut de Guékédou qui fait de cette ville-là un centre pour le concours. Par rapport, ce n'est pas une région, ce n'est pas une capitale régionale. Non. Donc, qu'est-ce qui lui donne cette exception d'abriter le concours? Grand statut. Donc, et ça, moi, je ne comprends pas. Ça peut certainement éviter aux postulants de Guékédou d'aller ailleurs. Non, mais il y a d'autres qui quittent plus loin pour venir dans les capitales. Pour aller à Farana. Non, pour aller dans les capitales régionales. Mais pourquoi même cette exception? Non, ça, honnêtement, ça, peut-être qu'on n'a pas fini de répondre à toute la question à ce propos, mais honnêtement, je pense que ça dit c'est un intrus dans le dispositif organisationnel. La question est d'autant plus importante parce que tous les candidats doivent avoir les mêmes chances. Exactement. Ils doivent avoir les mêmes chances. Si on a fait un centre à Guéguédou pour éviter de parcourir une longue distance, il fallait qu'on en crée aussi à Koya pour éviter que les gens de Koya, par exemple, aillent jusqu'à Kindia. Voilà. Et je pense qu'il faut... Et puis, surtout que, par coïncidence peut-être, c'est la préfecture de celui qui a organisé ce concours jusqu'à ce niveau. Il s'agit du ministre Julien Yombono. Et surtout que tout ça vient prouver que lui, il n'a pas une bonne réputation en ce qui concerne l'ethnocentrisme. Et bien sûr, parce que donc on commence à avoir... Non, mais vous savez bien que même dans cette émission, on a tellement parlé de cette liste de DRH qui était sortie à l'époque. Donc, quasiment, l'essentiel des gens qui étaient sur la liste étaient de sa communauté. Et beaucoup étaient de ça. D'autres ont dit que c'est parce que c'est eux qui existaient en ce moment. Non, je ne dis pas. Non, mais au contraire, beaucoup disaient à l'époque, c'est parce qu'ils voulaient introduire justement les gens de sa communauté. Non, je n'exime pas ce débat. Je n'exime pas ce débat. Mais je dis juste qu'on a des raisons de se poser des questions. Parce que celui qui a organisé ce concours jusque-là, ressortissant de Guéguédou, et la mauvaise réputation de jouer à l'ethnie dans la promotion des cadres, et peut-être que c'est à tort ou à raison qu'on lui accuse cela. Et puis, la question quand même qui est fondamentale qu'on peut se poser sans crainte, c'est celle de savoir est-ce qu'en faisant de Guéguédou un centre de recrutement, on offre les mêmes chances à l'ensemble des postulants, des candidats sur le territoire national? Pourquoi celui de Dinguiré devrait parcourir toute cette distance, aller dépasser d'Abola, aller jusqu'à Farana, mais celui de Guéguédou ne peut pas faire la distance Guéguédou-Zérekoré au niveau de Guéguédou? Qu'est-ce qui est la raison? Ou bien c'est parce que Guéguédou a subi une attaque rebelle dans les années passées? Il faudrait qu'on nous explique aussi. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que je pense que vous voyez bien qu'on a fait de ce concours de recrutement un événement. C'est-à-dire que c'est un événement et puis c'est des tablettes, c'est beaucoup d'argent quand même. On parle de réforme, c'est beaucoup de tablettes. On ne sait pas après ce concours-là à quoi serviront ces tablettes. Oui, quand vous rentrez, à quoi serviront ces tablettes? C'est sur le volet dépenses parce qu'on est à un stade où le gouvernement ne devrait plus se permettre la gabésie. C'est-à-dire qu'on est en cours d'argent. Le Premier ministre disait que si on a eu... si l'appel à candidature a permis de récolter jusqu'à 14 milliards, de mon point de vue, certainement, ça peut
non, mais attention. Ensuite, peut-être il faudra faire la comparaison entre les dépenses qui sont engagées et la rentrée au niveau des frais. Là. Et puis, il y a même une question en finances publiques qui se pose. Ce n'est pas parce que vous, M. Condé, vous avez engrangé de recettes au niveau de l'État que ces recettes-là doivent servir à votre département. Quand ça tombe sur la caisse de l'État, c'est l'argent de l'État, ça peut aller servir ailleurs. C'est pourquoi les gens qui disent non, je ne paye pas la vignette parce que quand je paye la vignette, on ne répare pas les routes. Ce n'est pas la même chose. Quand ça rentre, il y a l'unicité des caisses, ça peut aller ailleurs. Bien entendu. Je ne sais pas à ce niveau, je ne vais pas me présenter sur ça parce que je ne maîtrise pas beaucoup ce niveau-là, ces 14 milliards-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de donner une communication qui est que la fonction publique est en réalité un emploi pérenne garanti. Non, même pas ça. C'est-à-dire que l'État devrait offrir les garanties de l'investissement. L'État ne doit pas être forcément celui qui emploie. Il ne devrait pas l'être. Malheureusement, en Guinée, ici, on a l'État qui emploie. Ensuite, le secteur qui vient après l'État, c'est le secteur minier. Mais le secteur privé en soi est minoritaire par rapport à l'emploi que l'État a fait. Pourquoi l'État ne ferait pas en sorte qu'on respecte la loi, le droit soit respecté, on offre une bonne image du pays, on attire des investisseurs, des sociétés se mettent en place, des emplois sont créés. Je vous assure que les jeunes n'opteraient pas pour aller à la fonction publique pour 2 millions, 1,5 million quand ils savent qu'ils peuvent avoir un contrat où ils peuvent avoir 15 millions, 14 millions à la fin du mois. Mais tout ça ne peut être possible que quand les emplois sont créés, quand on ne tue pas les entreprises. Et juste, mais vraiment, juste une dernière virgule, c'est peut-être il faut faire la comparaison entre ce que coûtent les tablettes et ce qu'aurait coûté les papiers. Non, tout le processus, il n'y a pas que... Oui, je suis d'accord. Parce que... sur la pertinence des tablettes. Sinon, on aurait... si ce n'était pas les tablettes, c'est des papiers qu'on aurait utilisés. Et on ne sait pas peut-être ce que ces papiers auraient coûté non plus. Peut-être que ces tablettes... L'équation là, on ne peut pas...